Bonjour Nico. Salut Antoine. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de thérapie brève versus thérapie moins brève, de multiplication de séances, de gestion du poids avec l'hypnose, de gestion des émotions et un peu de l'hypnose vis-à-vis des médias. Très bien, alors c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 10e rendez-vous de questions-réponses sur l'hypnose. Je vous rappelle le principe, vous posez vos questions en commentaire des vidéos ou bien à chaque fois que vous voyez une publication, par exemple sur Facebook. Nous on récolte, enfin surtout Nico qui récolte les questions et puis ensuite qui fait un petit tri, qui éventuellement les reformule et qui me les pose dans les conditions du direct ou à peu près, parce que parfois j'ai quand même vu vos questions passer mais j'essaye d'éviter de les préparer autant que possible. Et puis voilà, on voit ce que ça donne, on y répond approximativement ou plus ou moins précisément. Donc après, si vous avez des demandes de précision, n'hésitez pas à poser des questions à nouveau sur les réponses qui ont été données à vos questions, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts aussi sur le site garnier-hypnose.com. Et Nico, dis-moi, par quoi on va commencer aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va commencer par une question qui parle des thérapies brèves et donc du coup de l'hypnose par rapport à la psychothérapie par exemple. Est-ce que tu es prêt à recevoir cette question ? Alors oui, vas-y, je t'écoute. J'ai entendu plusieurs fois, on ne fait pas de psychothérapie en hypnose. Ok, très bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait vraiment ? Parce qu'on est bien dans une approche d'aide, donc de thérapie, étymologiquement parlant, je dis. Ou alors, quand on parle de psychothérapie, qu'on ne fait pas, du coup, on se réfère à la longueur du processus ou à l'approche utilisée. Donc là, on te demande si c'est par rapport plutôt au temps de suivi ou par rapport au fait qu'étymologiquement parlant, c'est différent. C'est une question intéressante parce que je sens bien que la personne qui la pose trouve un petit peu fort qu'on dise en permanence qu'on fait pas de psychothérapie par l'hypnose. Et je suis assez d'accord avec ça. Il y a une confusion en réalité, c'est-à-dire qu'il y a eu en France à un moment donné une loi qui est passée sur l'usage du titre de psychothérapeute pour le cadrer, et ce qui fait que pas mal de gens qui étaient psychothérapeutes de fait, alors il y en a certains qui ont réussi à faire la conversion et puis qui sont devenus psychothérapeutes selon les nouveaux critères, et d'autres qui sont devenus psychopraticiens, etc. D'ailleurs à l'époque, je me souviens très bien que beaucoup de gens avaient peur que ça passe pas auprès du public, et le public en réalité il s'en fiche. Il a entendu parler de quelqu'un, il y va, peu importe psycho-machin, psycho-truc. Il a même déjà du mal à faire la différence entre un psychologue et un psychiatre. Alors, public, oui, j'ai pas de mépris pour le public, mais je veux dire souvent les gens confondent un peu. Donc bon, ça a un impact surtout pour les praticiens eux-mêmes. Et à partir de ce moment-là, il y a aussi chez les hypnothérapeutes évidemment cette crainte qui est arrivée de l'usage du mot thérapeute, de l'usage du mot thérapie. Alors la loi, elle porte bien sur l'usage du titre de psychothérapeute, et sur rien d'autre, pas sur les suffixes, etc. Même s'il y a des cas de jurisprudence, faut être prudent sur ce genre d'appellation, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'interdiction. Pour l'instant, il y a un peu un flou, pour l'instant, mais disons que voilà, le discours a commencé pour se blinder, on va dire légalement, on a commencé à tenir un discours qui était, nous on fait pas de psychothérapie, qui est déjà un peu une anticipation, enfin qui est déjà un peu du zèle, puisque en réalité c'est je ne suis pas psychothérapeute qu'il faut dire si on n'a pas le titre, parce que la loi protège le titre, mais pas l'exercice de la psychothérapie, qui au contraire est libre. D'ailleurs je crois qu'il y a une loi européenne qui défend justement l'exercice libre de la psychothérapie. C'est-à-dire que, de toute façon, je veux dire, un prêtre dans un confessionnal, les actes de psychothérapie sont pas quelque chose qu'on peut cadrer. On peut cadrer la profession de psychothérapeute. Et chez les hypnothérapeutes, il y a ce discours qui a commencé à naître de attention, on fait pas de la psychothérapie, on fait une approche d'aide, d'accompagnement, etc. Qui au départ était plus une précaution, on va dire une précaution légale, totalement légitime. C'est normal, il faut s'adapter, il faut pas prendre de risques, il faut tenir un discours qui est clair, qui n'est pas qui ne laisse pas d'ambiguïté sur le titre qu'on a, etc. Mais de plus en plus, les gens qui ont tenu ce discours ont commencé à y croire eux-mêmes et à dire non, c'est clair, je fais pas de psychothérapie, et à trouver même a posteriori des raisons d'y croire, c'est-à-dire oui, mais non, la psychothérapie consisterait à soigner l'autre alors qu'en réalité moi je l'accompagne et c'est lui-même qui se soigne. Donc c'est des discours qu'on peut tout à fait entendre. D'ailleurs j'en ai pas mal parlé quand on avait parlé, il me semble, de François Roustan. J'avais parlé justement de cette approche qui consiste plus à accompagner l'autre
pour qu'il trouve lui-même sa solution. Mais ça reste dans le cadre des psychothérapies. Je veux dire, beaucoup de psychothérapies consistent en ça. Non pas à soigner l'autre, mais à l'accompagner pour qu'il se soigne lui-même. Donc, en bref, on peut dire que oui, quand on applique l'hypnose à la résolution d'un problème psychologique en profondeur, en réalité, on fait une psychothérapie. Quand on lit les articles d'Erikson, on sent bien qu'il utilise d'ailleurs le terme psychothérapie, alors c'est dans une autre langue à une autre époque, donc c'est pas forcément dans notre sens à nous, mais on voit bien qu'il l'utilise à des moments très spécifiques pour décrire un processus par lequel, par l'hypnose, il va faire un travail de fond. Souvent aller chercher la cause ou des choses comme ça, parce que Erikson reste quand même vraiment dans une approche où il va beaucoup travailler la cause, l'origine ou les causes profondes, etc., les symboliques. Donc il y a vraiment cette approche où on sent bien que quand l'hypnose est utilisée pour aller creuser derrière, creuser au fond et créer des transformations de fond assez essentielles chez la personne, on parle de psychothérapie. Et quand l'hypnose est utilisée quand l'hypnose est utilisée pour des ajustements plus en surface ou pour des apprentissages ou pour régler une humeur ou régler une douleur ou régler des petites choses comme ça, là de quoi on parle, je sais rien, mais on parle plutôt d'un usage de l'hypnose, voilà, pour aider la personne à un niveau plus superficiel. Alors c'est vrai que si on veut circonscrire son cadre, on peut très bien dire voilà, moi je fais de l'hypnose, non pas appliquée à la thérapie, c'est-à-dire je fais pas de travail de fond, je fais de l'hypnose uniquement, par exemple. On peut très bien imaginer quelqu'un qui dise moi je fais de l'hypnose uniquement pour la relaxation et la gestion du stress, ou moi je fais de l'hypnose pour la gestion de l'apprentissage, de la gestion des émotions, mais par contre si ces émotions sont liées à quelque chose de plus profond, qu'il faut faire tout un travail sur votre enfance ou sur la représentation que vous avez de votre propre identité, etc. Là, il faudra voir quelqu'un d'autre qui utilise l'hypnose dans le cadre d'une psychothérapie. Dans les faits, la plupart des hypnothérapeutes sont amenés à faire les deux, que ça soit parfois des ajustements de surface ou parfois clairement des suivis qui relèvent d'une thérapie des profondeurs. Mais dans thérapie, il y a quelque chose en effet du soin, donc ça aussi c'est un terme que si on n'est pas un professionnel de santé, on n'a pas le droit d'utiliser dans sa communication publique, mais il y a quelque chose qui relève du soin, c'est-à-dire d'une personne qui souffre et qu'on va accompagner, donc que ce soit directement ou indirectement pour qu'elle ne souffre plus, en gros, pour la soulager de sa souffrance. Mais c'est vrai qu'il y a tout un aspect par contre qui est aussi chez des personnes qui vont bien. L'hypnose peut très bien s'appliquer chez des personnes qui vont bien, mais qui veulent aller encore mieux. Enfin, disons qu'elles ne relèvent pas, elles vont peut-être bien ou moyennement bien, mais elles ne relèvent pas de la maladie, elles ne relèvent pas de la médecine, ou elles ne relèvent même pas de la psychologie, la psychologie pathologique. Donc elles rentrent pas dans une case de psychopathologie particulière. Donc elles vont à bien ou à peu près bien, et justement, on va les accompagner pour qu'elles évitent de tomber malades. Donc de façon prophylactique, préventive, on pourrait dire. Ou alors, on va les accompagner après. Peut-être qu'elles ont eu une période où elles ont relevé d'une psychothérapie plus lourde, avec des professionnels vraiment très qualifiés, et ensuite, elles se retrouvent, elles vont assez bien pour ne plus être soignées, mais pas encore assez bien pour être vraiment livrées à elles-mêmes, seules. Donc on peut les accompagner alors qu'elles vont mieux, pour aller encore mieux, ou elles en veulent encore plus. Et là-dedans rentrent toutes les démarches, notamment de pédagogie, d'apprentissage, voire de coaching. Vous avez des gens qui vont bien, mais ils sont pas très satisfaits de leur vie, parce que voilà, ils se lassent. Bon, se lasser de son métier, par exemple, ça relève pas de la psychothérapie. Mais par contre, si j'ai pas le courage de changer de métier parce que j'ai des doutes, eh bien, ça peut être intéressant d'être accompagné par quelqu'un. Alors, c'est l'idée du coaching, etc. Mais on voit bien que les mots se croisent, que les domaines se croisent. Et un hypnothérapeute, parfois, peut nous aider, enfin, voilà, un praticien en hypnose peut nous aider, mettre l'hypnose à notre service pour avancer, pour mettre en place ça, pour gagner en confiance, etc. Donc là, on peut pas dire que très souvent, ça ne relève pas forcément de la psychothérapie. Mais on sait jamais, on peut avoir quelqu'un qui vient en disant, voilà, j'ai un projet professionnel, mais je manque de confiance en moi sur ce projet. Et puis on se rend compte que finalement, on se retrouve avec lui à faire une psychothérapie, c'est-à-dire que en réalité, on utilise l'hypnose pour aller régler tout ce des tas de trucs anciens qui traînaient par là. Donc on sait jamais quand on va se retrouver à le faire. C'est pourquoi clairement les champs sont difficiles à délimiter quand même. Mais on peut quand même, voilà, ça dépend on peut agir sur les demandes pour délimiter ça. C'est vrai que si on souhaite travailler uniquement sur des choses constructives, justement voilà, on peut dire voilà, moi je fais je fais de l'hypnose au service du coaching, par exemple, et je vais vous accompagner dans vos projets professionnels, etc. Donc les frontières sont là. Après, il y a des domaines, mais après, comme on travaille avec un cerveau humain, les frontières sont pas si délimitées à l'intérieur. Ouais.
Après, dans les faits, une fois qu'on a une personne en face de nous, parfois vous avez quelqu'un qui vient pour arrêter de fumer, et puis finalement, qui fond en larmes et qui commence à vous parler de choses et d'autres. Soit vous dites à ce moment-là, bah non, ça sort de mon champ d'action. Là, je sens que ça va chercher des choses plus profondes et que moi, je suis pas qualifié pour ça ou que j'ai pas envie de le faire. Soit, dans les faits, ce qui se passe souvent, c'est que bon, on a là une personne qui se sent en confiance avec nous, et c'est pour ça qu'elle va vers quelque chose qui est plus fort que ce qu'elle pensait. Elle venait pour l'arrêt du tabac, puis finalement elle se dit j'aime bien cette personne et son outil est efficace, donc allons-y. Donc dans les faits, on met quand même l'hypnose au service de son propre travail et de sa propre thérapie. Après, ce qui est quand même bien dans cette nuance, c'est que c'est bien en fait que les hypnopraticiens aient ce discours qui est presque excessivement prudent. Parce que quelque part, ils tiennent aussi un discours qui est intéressant, où ils disent « Non, mais moi je soigne pas, je ne fais qu'accompagner la personne, je suis dans une démarche de maïeutique, etc. » Et on ne peut pas leur ôter ça, c'est que le fait de se sentir d'une certaine façon pas totalement légitime à le faire, à faire de la psychothérapie de manière intrusive, les amène à développer une démarche qui est très à l'écoute de l'autre, très prudente, et qui va pas être justement une démarche, on avait déjà parlé, mais une démarche vraiment verticale, où vraiment c'est moi qui vous donne la solution. Et quelque part, le complexe du sauveur qui pourrait y avoir derrière et une sorte de mégalomanie du sauveur, de la personne, du thérapeute qui voudrait vraiment sauver le monde, est assez refroidi par ces discours-là, et c'est une bonne chose aussi. Hein. Donc cette prudence, finalement, a du bon aussi, quoi. Ok. Tiens, j'avais un complément de question qui vient d'une autre question, mais justement par rapport à la multiplication des séances. Oui. Tu voulais rajouter un truc avant ou... Non, je buvais une petite gorgée d'eau discrètement pendant ta question, mais je t'écoute. Tu vois, à chaque fois je te grille là-dessus. Voilà. Oui, donc du coup c'était une question sur la multiplication des séances justement. Comment savoir à quel moment le travail en fait va s'inscrire dans la durée? Et comment en faire accepter le coût, justement, quand on sait que bon, ça risque de prendre un peu de temps. Oui, alors ça c'est vraiment la question, c'est la question de la thérapie brève en fait. C'est la fameuse question de est-ce que l'hypnose est une thérapie brève ou non, etc., etc. Alors en théorie non. En théorie l'hypnose c'est un état avec ces phénomènes qui nous sert d'outil. Donc il peut servir d'outil dans plein de choses. Il peut servir d'outil aussi bien en anesthésie chirurgicale comme on en avait parlé. Il peut servir d'outil en coaching. Il peut servir d'outil en préparation mentale des sportifs. Il peut servir d'outil en pédagogie. Il peut servir d'outil dans plein de choses, et notamment en psychothérapie, et que ça soit sous une forme brève ou non. Dans les faits, cette idée de thérapie brève avec l'hypnose, ce lien entre l'hypnose et une thérapie qui est brève remonte à assez longtemps quand même. Hein. Vraiment, dans l'histoire, il y a très peu de témoignages de suivi. Enfin, la démarche de l'hypnose, elle est quand même de créer, de recevoir les gens pour une demande pendant un certain temps, et puis ensuite de les renvoyer chez eux parce qu'ils vont bien et de plus les revoir. Il n'y a pas l'idée d'un suivi à vie, que ce soit dans le magnétisme animal, donc avant que le mot hypnose arrive, que ce soit dans l'hypnotisme des débuts, etc. Il y a l'idée de régler un problème et puis ensuite merci, au revoir. Après, par exemple chez Erickson, qui a quand même été une grande source d'influence pour la pratique moderne, on trouve justement ce témoignage-là, et lui-même dit d'ailleurs, il répond dans ses correspondances, il dit que, dans une réponse à Wahlberg, il me semble, que pour lui c'est un accélérateur, c'est-à-dire que clairement, toute psychothérapie peut bénéficier de l'hypnose en tant qu'accélérateur, que clairement ça permet d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et lui-même raconte des cas vraiment où en une seule séance, ou en 2 ou 3 séances, il arrive à créer toute une chaîne de conséquences, une chaîne d'action qui permet de faire toute la psychothérapie à la place d'un suivi qui serait vraiment très très régulier. Et c'est pour ça que ça a intéressé les gens à cette époque-là, que ça a intéressé tous les fondateurs de la thérapie brève, qui se sont quand même beaucoup intéressés aux travaux d'Erickson et l'école de Palo Alto, etc., qui se sont tournés vers Erickson, parce que justement, il n'était pas le seul, mais il faisait partie de ces gens qui avaient trouvé vraiment un accélérateur pour faire donc de la psychothérapie, c'est-à-dire vraiment pas du bricolage de surface, un truc en profondeur, mais pour autant avec peu de séances. C'est ça l'idée, c'est de faire un processus profond et durable, mais avec peu de séances. Il n'y a pas d'équivalence entre le nombre de séances et la durée du changement.
on peut très bien faire une séance, et même une séance de 10 minutes, et obtenir chez quelqu'un que pendant 1 an, chaque jour, il ait des changements qui lui viennent, alors qu'on l'a vu qu'une fois, et que ces changements s'intègrent tellement harmonieusement que toute sa vie, il les aura. On peut très bien aussi voir quelqu'un chaque semaine pendant 15 ans, et finalement, chaque semaine, on arrive à faire des bouts de bricolage qui n'arrêtent pas de repartir, et c'est justement pour ça qu'on aura besoin de le voir souvent, en réalité, c'est parce que ça tient pas, parce qu'on n'a pas trouvé un vrai levier. Donc même s'il y avait une équivalence, ça serait plutôt inverse. Moins ça tient, plus il faut voir les gens. Simplement, voilà, même chez Erickson, on a le témoignage aussi que l'hypnose peut être utilisée comme complément dans une thérapie au long cours. Il y a des gens qui l'a suivi toute sa vie, ou toute leur vie, ça dépend, parfois plus ou moins en cabinet, ou par des correspondances, etc., mais qui l'a suivi au long cours. Donc on peut très bien... l'hypnose n'est pas nécessairement associée à ça. Dans les faits, oui, aujourd'hui, les gens sont demandeurs que l'hypnose, en 2-3 séances, règle leurs problèmes, ou 5-6 séances. Sachant que thérapie brève, à la base, ça désigne 10-15 séances, souvent. Hein. C'est pas... J'allais te poser la question. Ouais, aujourd'hui, on est arrivé vraiment à de la thérapie éclair. Il faut que ça soit 1 ou 2 séances maximum. En réalité, même si on suivait les gens pendant 1 an pour qu'ils aillent vraiment mieux toute leur vie de façon durable, ça reste quand même assez bref. C'est en comparaison à des analyses qui peuvent s'étaler dans le temps, beaucoup plus longtemps. Donc l'hypnose est quand même très associée à la thérapie brève. Mais là encore, voilà, la durée du suivi va pas forcément dépendre du nombre de séances. Par exemple, je peux voir une personne pendant 1 an, toutes les semaines, donc ça veut dire que j'ai fait plus de 50 séances, ou alors je peux avoir vu une personne pendant 1 an, mais en réalité l'avoir vue 3 ou 4 fois, peut-être une fois, puis ensuite une fois 1 mois après, puis ensuite une fois 3 mois après, et puis 2-3 autres fois dans l'année, quoi. Donc le nombre de séances n'est pas encore lié à la durée. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec l'hypnose, à mon avis, c'est que chaque séance, si on travaille en profondeur, les séances en général ont besoin de temps pour porter leurs fruits. Si on fait un travail de surface, vraiment un petit bricolage, on peut voir les gens d'une semaine sur l'autre. Mais si on fait un travail assez profond, si on va toucher des leviers symboliques et profonds, etc., si je remets un rendez-vous à la personne la semaine d'après, il y a de fortes chances qu'elle me dise « mais j'ai l'impression d'avoir été là hier, en fait c'est passé beaucoup trop vite, j'ai pas encore des choses à vous raconter, je sais pas, là pour l'instant il y a rien qu'à changer ». Du coup je vais me dire « merde, alors ma première séance elle a pas marché ». Si, elle a peut-être marché, mais on le sait pas encore, on n'a pas encore eu assez de recul dessus. Donc plus on va travailler vraiment en profondeur, plus on va être à l'écoute de l'autre, plus on va travailler avec l'autre, notamment dans une démarche maïeutique, où on va pas lui imposer quelque chose, mais faire ressortir à lui ses propres solutions, plus en général chaque séance va porter ses fruits dans le temps, et moins on a besoin de séances. On peut les espacer, suivre la personne dans la durée, par exemple sur 1 ou 2 ans, mais en la voyant très très peu. Juste des petites séances de contrôle. Donc ça veut dire que tous les cas de figure sont possibles, et ça veut dire qu'en réalité ça dépend comment on travaille. C'est très difficile de généraliser sur le nombre de séances, sur l'espacement des séances, etc. Tant qu'on ne sait pas si la personne, si l'hypnothérapeute dont on parle, il travaille de façon extrêmement suggestion directe pour amener du bien-être très rapidement, même s'il n'est pas durable, ou si cette personne travaille plutôt justement dans un processus de psychothérapie de fond, et donc là peut-être les changements arrivent moins vite, mais ils s'inscrivent dans la durée et ils sont plus, ils s'inscrivent dans la durée et ils sont plus durables. Mais c'est pas en tout cas la multiplication du nombre de séances qui va être un gage de qualité. Alors la question concrète et pratique en général qui vient avec, c'est quand est-ce qu'on sait qu'on doit lâcher, quand est-ce qu'on sait qu'on va plus voir la personne, à quel moment on décide de ça. C'est délicat, moi je sais que je vais témoigner de ma façon de procéder. En général, je laisse la porte grande ouverte, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi je suis au service des gens, ils viennent parce qu'ils ont besoin de quelque chose à un moment donné de leur vie. C'est pas à moi de décider quand est-ce qu'ils n'en ont plus besoin, c'est à eux. À un moment donné, ils en auront plus besoin, ils auront plus besoin de moi. Tant qu'ils ont besoin de moi, je suis disponible. Parfois, il y en a qui viennent plus alors qu'ils ont encore besoin de moi, parce qu'ils s'impatientent, parce qu'ils essayent autre chose. Parfois, il y en a qui vont continuer de venir parce qu'ils ont encore besoin de moi. Et puis, à un moment donné, j'ai plus de nouvelles, ou alors ils me disent ils me donnent des nouvelles pour me dire qu'ils ont plus besoin de moi. C'est finalement à eux d'en décider. Mais il y a quelque chose qui est un petit peu pervers parfois, c'est quand on fixe des rendez-vous. Si on fixe un rendez-vous à chaque fois, d'une fois sur l'autre, parfois ça peut créer chez la personne, il y a un effet de suggestion, et ça peut créer une sorte de dépendance où vous avez une personne qui va... un cas typique par exemple, c'est la personne qui va mieux,
mais 2-3 jours avant le rendez-vous, elle va à nouveau pas bien. Comme si son inconscient cherchait une bonne raison de venir. Ou comme si son inconscient se disait, de toute façon, puisqu'on va y retourner, puisqu'on aura une piqûre de rappel, autant relâcher l'effort. Et donc, quelque part, elles maintiennent l'effort entre 2 séances, mais elles deviennent dépendantes aux séances qui vont redonner leur bien-être, etc. Donc, c'est pour ça que c'est bien même d'espacer de plus en plus, de donner de l'autonomie à la personne, de pourquoi pas lui apprendre l'auto-hypnose, de faire des suivis peut-être à distance. Moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, je le propose souvent très 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 tôt, voire dès le début, mais chez certaines personnes, même je l'impose au bout d'un moment, c'est que on ne prenne pas de rendez-vous, mais qu'on prenne éventuellement un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous de bilan, que la personne me fasse un bilan et qu'à ce moment-là, en fonction de son bilan et de sa demande, elle me dise j'ai besoin de vous revoir ou non, ça va pour l'instant, on est bien, si j'ai besoin, je sais où vous trouver. Donc voilà, c'est donner cette porte de sortie et limite vraiment pas m'accrocher, pas chercher à fidéliser la clientèle en disant aux gens alors quand est-ce qu'on prend rendez-vous. Par exemple, quand les gens sortent de séance, typiquement ils sont encore un peu groggy par l'hypnose, je vais jamais leur dire alors quand est-ce qu'on se revoit, parce qu'il y a un présupposé, ça veut dire on se revoit, mais la question c'est quand. Non, je leur demande est-ce que vous voulez qu'on se revoie, est-ce que vous voulez qu'on fixe un autre rendez-vous. Et s'ils me disent oui, alors à ce moment-là, je leur dis, quand on regarde quand est-ce qu'on est disponible. Mais c'est très important qu'ils puissent avoir une porte de sortie, c'est très important qu'ils ne se sentent pas poussés à venir. Après, il y a des gens qui sont fragiles, clairement, qui ont besoin d'un cadre, et là, clairement, on peut quand même poser un cadre un peu plus strict, prévoir des séances plus rapprochées, plus régulières, tout en leur disant que régulièrement, il faudra quand même qu'on fasse le point là-dessus pour être sûr qu'ils ne soient pas trop dépendants. Mais vous pouvez avoir des personnes, ça m'est arrivé de suivre des personnes qui avaient clairement besoin d'un suivi très régulier pendant 1 ou 2 ans de leur vie, 2-3 ans de leur vie, qui avaient besoin d'être soutenus pendant cette période-là et qui étaient encore trop fragiles pour être lâchés après. Mais c'est leur demande, c'est leur besoin, c'est assez rare et c'est souvent passionnant de faire un travail comme ça avec ces gens-là parce qu'on les voit vraiment se transformer beaucoup. Mais ça doit vraiment venir d'eux. Pour l'avoir fait, je suis complètement d'accord avec toi et il y a une grosse importance de laisser cette porte ouverte parce que je sais qu'il y a des gens, moi, qui... ça se voit assez vite, mais qui reprenaient rendez-vous parce qu'ils avaient peur qu'on se revoie plus. Et juste le fait de savoir, de dire, mais attendez, mais si vous voulez, dans 6 mois, si vous avez besoin, vous me rappelez, il n'y a aucun souci. Que ce soit pour la même chose, que ce soit pour autre chose, on s'en fiche. Il y avait une sorte de déblocage en me disant, mais oui, mais j'ai le droit, en fait, d'aller bien, de continuer ma vie. Et puis, si à un moment donné, ça va pas, je peux revenir, en fait. C'est pas une fois que c'est terminé, c'est fini, quoi. Ça, c'est une notion étonnante, d'ailleurs, parce qu'on retrouve ça aussi chez des gens, par exemple, qui vont te dire, j'ai arrêté de fumer avec l'hypnose à une époque, je sais pas, il y a 3 ans, j'ai arrêté de fumer avec l'hypnose, on a fait 2 séances avec un gars, et puis ça a bien marché. Puis, 1 an après, j'ai repris. Et là, la question que je leur pose tout le temps, c'est du coup, vous êtes allé revoir cette personne ? Ah non. Enfin, c'est étonnant. Donc, j'ai une méthode qui marche, qui me permet de ne plus fumer pendant 1 an, et je ne vais pas revoir cette personne au moment où ça craque un peu. Ou alors, la personne va dire, du coup, derrière, j'ai pris du poids. Du coup, vous êtes retourné voir cette personne pour ajuster, puisque visiblement, cette personne, elle arrive à parler à votre inconscient, peut-être qu'elle aurait pu ajuster. Non, étonnamment, la personne s'est dit, je viens à ce moment-là pour ça, et c'est tout. Et c'est finalement la personne elle-même qui oublie qu'en fait, cette personne-là est toujours à sa disposition, peut toujours ajuster, peut toujours mettre une piqûre de rappel, peut toujours travailler sur d'autres choses. Donc c'est étonnant, il y a des gens qui y pensent, il y a des gens qui n'y pensent pas. Mais sur ce que tu disais, alors quand même, sur les suivis longs, il faut être honnête, c'est basé sur des mécanismes qui sont quand même parfois plus difficiles à gérer pour des praticiens, débutants surtout, c'est basé sur le transfert notamment, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la personne a besoin d'une personne qui va représenter une fonction pour elle, et elle en a besoin, et elle est en manque de cette fonction-là, et clairement elle va transférer sur le praticien cette fonction-là. Donc ce qui est une grosse responsabilité, mais ce qui peut être endossé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut sentir que s'il n'y a pas ce transfert, si je ne prends pas ce rôle-là dans la vie de cette personne à ce moment-là, tout en vraiment, il faut bien qu'il soit circonscrit, il faut poser vraiment des limites, c'est pendant le rendez-vous, etc. Mais si je n'autorise pas cette personne à projeter des choses sur moi, je pourrais pas l'aider, personne ne pourra l'aider. Donc à ce moment-là, je peux accepter et me baser là-dessus. Mais ça veut dire qu'il faudra aussi le défaire, ça. Il faudra s'en défaire. Il faudra arriver même à ce que la personne éventuellement, au bout d'un moment, nourrisse des sentiments, pourquoi pas négatifs envers nous. Ça peut être une façon de sortir de ces suivis-là, mais en tout cas se détache. Mais il y a une façon, tu parlais de
de la personne qui va prendre rendez-vous parce qu'elle a peur qu'on se voit plus. Il y a une bonne façon de recadrer ça aussi, c'est de dire à la personne que si ça n'avance pas, on se reverra plus. Parce que c'est le cas aussi, à un moment donné, vrai, si le travail qu'on fait, il porte pas ses fruits, si on n'avance pas, si ça fait des années qu'on est là en train de se voir régulièrement, et franchement, on en est toujours au même point, lui dire, mais non, mais moi, l'idée, c'est qu'on va continuer de travailler parce que ça avance. Et quand vous irez bien, je pourrais continuer de vous voir parce que je sais que mon aide, ma parole, mon accompagnement a une influence sur vous. Si je vois que mon accompagnement n'a pas d'influence sur vous, moi je vais pas continuer de vous garder. Je suis pas là pour vous écouter parler, allongé sur le divan. C'est pas mon boulot à moi. Mon boulot, c'est d'entraîner du changement. Et une fois qu'on l'a, on passe au changement suivant, on passe au changement suivant, on passe au changement suivant. Si je vois pas de changement, si je vois pas d'évolution, ça veut dire que c'est un échec de mon outil et ça veut dire que je vais vous confier aux mains de quelqu'un d'autre. Alors là, du coup, la personne se dit, ah bah zut, non, du coup, il faut que je me remue, il faut que je change pour lui plaire. Et donc, même si c'est pour vous, même si c'est pour me plaire, dans un premier temps, bien sûr. C'est-à-dire que je peux accepter d'être cet objet de transfert, c'est pour me faire plaisir, c'est pour plaire au prof qu'on va avoir des bonnes notes. C'est pas grave, même si c'est pour garder ce rendez-vous, les gens ont besoin parfois d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes à un moment donné. Une personne à qui ils vont faire un bilan et qui va être là, et tant mieux, mais pourquoi pas avoir un peu de sévérité, pourquoi pas être quand même un peu exigeant sur les résultats. Donc voilà, ça peut être une bonne façon de recadrer ça. Ok. Avant de passer à la prochaine question, juste, il me semble pas que tu aies répondu à comment faire accepter le coût, si ça se Ah oui, la question du coût. Oui, ça c'est parce que c'est une question très intéressante, parce que c'est quand même une réalité économique. Bah oui. C'est la réalité pour beaucoup de gens. Alors bizarrement, les gens qui font beaucoup de séances dans la durée, c'est pas toujours ceux qui ont le plus de moyens, mais enfin faut quand même pouvoir se le permettre. Et c'est vrai qu'on a pourquoi est-ce que c'est intéressant que ça soit une thérapie brève, c'est parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont s'accorder le budget de 3 séances ou de 4 séances ou de 5 séances éventuellement, mais pas souvent, plus au-delà de ça. Même si c'était sur une bonne voie, ils vont arrêter, et c'est très très dommage, mais c'est comme ça, parce que c'est pas forcément c'est pas pris en charge, etc. Maintenant, les mutuelles s'y mettent, mais bon, c'est dans des forfaits très limités aussi d'ailleurs. Donc bon, c'est pas évident. Si on voit que c'est parti sur du long cours, on peut surtout, si on a la possibilité, réduire le temps des séances. Si on a la possibilité, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui pratiquent l'hypnose dans des formats qui sont déjà difficiles à réduire, d'une demi-heure ou de 20 minutes. Mais si on fait des séances d'une heure ou d'une heure et demie, on peut à ce moment-là proposer peut-être des séances régulières, plus fréquentes, moins chères, mais moins longues, puisque de toute façon, il y a toute une part qui n'est plus à faire, en fait. Il y a toute une part de préparation, d'induction qui n'est plus à faire au bout d'un moment. Donc ça peut être une façon d'offrir un suivi au long cours, enfin de proposer un suivi au long cours qui soit acceptable. Après, voilà, c'est pour ça aussi que l'hypnose est intéressante, et c'est souvent pour ça que les gens y viennent, c'est parce qu'ils se disent, là j'ai pas un budget énorme à consacrer à ça. Ce qui est aussi un paradoxe, je veux dire, c'est pas très agréable aussi de passer après le budget smartphone, quoi, parce que clairement, quand on voit ce que la différence pour un changement de vie qui peut vraiment changer toute notre existence, les gens sont prêts à y mettre peut-être 150 ou 200 euros maximum, et pour un téléphone, 10 fois ça. Alors ça dépend, c'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que en soi, c'est pas toujours même raisonnable, en fait. C'est-à-dire que souvent ils auraient les moyens, vu ce que ça leur apporte, ils pourraient les trouver, ça le vaudrait. Mais c'est comme ça. Il y a des seuils psychologiques, et puis parfois il y a des réalités. Les gens sont vraiment vraiment pris à la gorge. Donc bon, moi je sais que j'ai surtout chez des collègues qui débutent, mais pas que ceux qui débutent, ceux qui sont les plus sensibles, ceux qui sont pas des monstres froids comme moi. Je sais qu'il y en a pas mal qui se laissent attendrir et qui peuvent vraiment être un peu trop généreux et offrir des demandes, offrir des suivis, offrir des séances, etc. Faire très attention, parce que c'est quand même une relation assez particulière. Je parlais tout à l'heure du transfert. Le paiement permet quand même d'être quitte. C'est-à-dire que moi, je vais donner le meilleur de moi-même, et j'ai toute ma chaleur humaine, ma gentillesse et mon écoute, mais c'est pas gratuit. Une fois que la personne m'a payé, elle est quitte, elle s'est acquittée de ça. Ça veut dire qu'elle ne me doit plus rien. C'est une façon que tout ce que je lui ai offert, souvent elle peut me donner quand même un merci, ça lui arrive, mais globalement c'est pas, elle me doit rien, je lui ai rien offert. Et si j'offre à quelqu'un et qu'il ne s'acquitte pas, je le possède. C'est la thématique du don et du contre-don. C'est-à-dire que j'ai un pouvoir sur l'autre, j'ai un ascendant sur l'autre, il y a quelque chose il reste redevable. Même si on dit le contraire, même si on pense le contraire, c'est une relation qui est un petit peu ambiguë. Donc c'est bien,
toujours de faire en sorte que la personne puisse s'acquitter d'une manière ou d'une autre, ou montrer un effort, ou vraiment voilà, qu'on puisse trouver un moyen que les choses soient parfaitement équitables. C'est pour ça que si on ne peut pas accompagner quelqu'un, je trouve que ce qui est bien en ce cas-là, c'est de lui proposer de l'auto-hypnose. Comme ça, je lui transmets des outils, mais si vous ne pouvez pas payer pour que moi je vous accompagne, eh ben je vais vous expliquer comment vous accompagner. Comme ça, au moins, on est quitte, il y a moins cette relation-là. Et c'est souvent ce qui se passe. À un moment donné, moi, si j'ai une personne qui me dit, bah là, on a fait 3 séances, c'est sur la bonne voie, mais franchement, je vous dis, financièrement, ça va être compliqué. Je vais lui demander souvent, à votre avis, combien vous pouvez faire par mois, jusqu'où vous pouvez aller. Qu'est-ce qui est possible pour vous de faire? Ok, et en ce cas-là, en fonction de ce qui lui reste comme possibilité, souvent je vais lui dire, ben voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller très vite vers de l'autonomie. C'est-à-dire que je vais vous enseigner très vite des outils pour que vous puissiez continuer le boulot chez vous, et puis en ce cas-là, ben, vous m'enverrez des emails, enfin on pourra communiquer à distance pour que je vous guide dans le travail, mais c'est vous qui ferez le boulot. Et ça, c'est non seulement une bonne solution pratique, mais en plus c'est une bonne solution parce que ça donne de l'autonomie justement. Ça permet de se libérer de la personne pour qu'elle aille voler de ses propres ailes. Ok. Est-ce que tu es prêt à passer à la question d'après? Parce que sinon, comme d'habitude, on va se retrouver en timing serré. Alors, c'est une question qui est très complète. Il y a 2-3 questions à l'intérieur, mais pareil, je te la reprendrai s'il faut. C'est une question au sujet du poids. Comment travailler avec les personnes qui viennent nous voir pour maigrir alors qu'il n'y a pas de troubles alimentaires en apparence, pas de grignotage, repas équilibré? Est-ce qu'on peut vraiment faire perdre 5 à 10 kilos dans ce cadre-là? Ouais, on va commencer par ça déjà, parce que l'autre question après est plus spécifique. D'accord. Alors, une personne qui n'aurait pas de troubles alimentaires et qui voudrait maigrir, alors ça veut dire que c'est une personne... Alors, en apparence, ça c'est intéressant parce que, en effet, il faut s'assurer que la personne ait peut-être consulté quand même un nutritionniste, parce qu'il y a certaines personnes qui disent mais moi je mange parfaitement bien, et qui se rendent pas compte qu'en réalité il y a un gros problème dans leur alimentation. Notamment, on a mis quand même beaucoup l'accent, on a mis beaucoup la faute sur les graisses à une époque, et on se rend pas compte de l'impact en réalité beaucoup plus grave que peuvent avoir les sucres, et même les sucres lents. Enfin voilà, il y a des tas de confusions comme ça, les gens confondent la graisse qu'on a avec la graisse, enfin la graisse qu'on fait avec la graisse qu'on ingère. Et croient que si on mange une plâtrée de pâtes mais sans beurre, bah du coup on grossit pas. Or il y a quand même un effet, voilà, il y a de l'énergie qu'on a ingérée, de l'énergie dépensée, et bon, et puis il y a des personnes qui ont des espèces de mécanismes de déni psychologique assez forts, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont persuadés de pas manger entre les repas, alors qu'en réalité, ils ont mangé plein de choses, mais il y a plein de choses qui comptent pas, qu'ils n'ont pas gardé dans leur mémoire, qu'ils vont pas comptabiliser. Donc c'est quand même bien c'est même indispensable que la personne fasse un vrai bilan avec un nutritionniste, pour vraiment être sûr que son alimentation correspond à son métabolisme, à son activité, etc. Ensuite, si là-dessus il y a un objectif de perte de poids aussi, le nutritionniste verra si cet objectif, ou un médecin ou n'importe qui pourra voir si cet objectif est réaliste ou non, parce que si vous pouvez avoir des personnes qui disent oui mais je dois perdre encore 15 kilos, alors qu'en réalité c'est juste dans leur tête qu'elles doivent perdre 15 kilos, c'est-à-dire que elles sont vraiment dans le poids qui correspond à leur taille, ça va très bien. Après, s'il y a réellement une personne qui doit perdre 15 kilos et qui dit mais je comprends pas, vraiment je mange pas grand chose, je mange bien, moi je mange ce que mon nutritionniste m'a demandé de manger, même voilà, bon bref, de ce point de vue-là tout va bien. Il faut regarder au niveau de l'activité physique, donc là oui, l'hypnose pourra aider peut-être à motiver, pour augmenter l'activité physique. Parce que de toute façon, mine de rien, bon, c'est l'alimentation qui joue le plus sur la perte de poids ou la prise de poids, mais enfin quand même, si on est très 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 sédentaire, bon bah là, forcément, on dépense tellement peu qu'on a vite fait d'être au-dessus de son métabolisme de base et on a vite fait de prendre du poids. Après, il faut voir aussi, si ça se trouve, la personne mange très très bien pour trouver l'équilibre, c'est-à-dire qu'elle mange parfaitement bien par rapport à son activité physique. Mais si elle veut perdre du poids, il faut qu'elle mange pas bien. Il faut qu'elle soit en pénurie contrôlée. Il faut qu'elle ingère un peu moins d'énergie qu'elle n'en dépense. Et
Et évidemment, si elle, donc c'est le principe du régime, quoi. Mais évidemment, un régime trop draconien, on sait que ça a ça pose beaucoup de problèmes, parce qu'en général, ça crée des frustrations, des appétits, enfin, il y a pas mal de choses qui clochent. Mais globalement, même sur du long terme, si je veux perdre du poids sur un an, par exemple, eh bien, il faudra quand même que chaque jour, je consomme un peu moins d'énergie que j'en dépense. Donc il faut soit en dépenser plus, soit manger encore un petit peu moins. Donc ça, c'est vraiment avec le nutritionniste qu'il faut voir ça, comment aller vers un objectif de perte du poids. Et ensuite, derrière, ou avec un coach sportif pour l'activité physique. Donc c'est vraiment un travail qui, je trouve, hyper intéressant pour la perte de poids, que l'hypnothérapeute travaille vraiment dans ce trio qui est nutritionniste, coach sportif, enfin, quelqu'un qui va s'occuper de l'activité physique, et quelqu'un qui va s'occuper du mental, donc l'hypnose. Et vraiment, c'est un travail pluridisciplinaire qui est vraiment très très intéressant. Après avoir éliminé éventuellement des problèmes hormonaux, etc. Donc, il faut aussi faire des examens médicaux, enfin vraiment tout passer en revue. Ensuite, il y a la question. Moi, il m'est arrivé d'avoir des personnes qui me disaient, voilà, moi je fais pas mal d'activités, même pas mal de sport, je mange vraiment très 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 raisonnablement, et j'ai perdu du poids, mais je comprends pas, à un moment donné, je bloque, je stagne. Et souvent dans des zones localisées. J'ai eu plusieurs fois des personnes qui me disaient, bah là, j'arrive pas à perdre le tour du ventre, ou j'arrive pas à perdre les cuisses, les fesses, etc. Et il est vrai que à ces personnes-là, je leur ai dit, bah attendez, je peux pas vous promettre du miracle, mais qu'est-ce que vous espérez de l'hypnose? Ils me disent, bah je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui bloque à un niveau inconscient. Bon bah, ok, vous voulez qu'on le tente? On le tente. Allez, on le tente. Et on le tentait, on va en hypnose et on voit ce qui se passe, s'il y a quelque chose qui bloque à un niveau inconscient, et il se trouve que j'ai eu de bons résultats là-dessus, c'est-à-dire des personnes qui m'ont dit, ah bah derrière, oui en effet, ça s'est remodelé, quoi. Il y a ce dernier blocage qui est passé, et puis j'ai pu perdre encore davantage. Quand c'était le cas, mais souvent pas autant qu'elles l'espéraient, parce que elles ont quand même parfois une vision, ces personnes-là ont parfois une vision un petit peu excessive de ce qu'elles doivent perdre, mais en tout cas elles arrivent à quelque chose qui est parfaitement satisfaisant et sont complètement épanouies avec ça. Surtout qu'en fait avec le sport il y a souvent une prise de masse musculaire, et donc ça le muscle pèse plus lourd que la graisse, donc il n'y a pas que la balance qui... C'est des biais cognitifs là, malheureusement, parce que le poids ça veut pas dire grand chose, parce que tu peux avoir une personne qui est plus fine qu'une autre alors que elle pèse plus, tout simplement parce qu'elle est plus musclée. Oui. Mais ça, les gens ne l'entendent pas en général. Ouais, bah c'est ça. Il focalise sur la balance. D'ailleurs, le fait de se peser tous les jours est une absurdité, parce que je peux être en train de perdre du poids globalement là dans ma vie, mais être plus lourd aujourd'hui qu'hier pour une raison ou pour une autre. Donc c'est aussi, il y a aussi un peu ce qu'on voit avec le tabac, par exemple. Vous pouvez avoir quelqu'un qui passe 20 ans de sa vie à essayer d'arrêter du jour au lendemain. Alors que si cette personne avait enlevé une cigarette tous les 2 mois, ça fait longtemps qu'elle ne fumerait plus. Et donc il y a aussi le problème de vouloir toujours tout du jour au lendemain, au lieu d'essayer de manger un peu mieux cette semaine que la semaine dernière, et bouger un peu plus cette semaine que la semaine précédente. Donc il y a parfois des choses à recadrer, qui peuvent se recadrer comme ça avec l'hypnose, sur des croyances, sur des façons d'envisager les choses. Mais après voilà, clairement l'hypnose a aussi un impact à un niveau physiologique. L'hypnose est un superbe outil de psychosomatique, et là-dessus on maîtrise pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais ça vaut le coup d'activer en effet des choses qui se produisent à des niveaux physiologiques, parce que visiblement on a des résultats aussi. C'est ce qui, je dirais, méfiance quand même sur certaines suggestions qui consisteraient à inciter la personne à perdre plus d'énergie, à consommer plus d'énergie naturellement, comme si on disait par exemple que son métabolisme allait augmenter, que que son activité intérieure allait augmenter. Il faut faire attention à ce qu'elle développe pas du stress, c'est-à-dire que son inconscient peut, pour pouvoir lui faire consommer plus d'énergie, eh bien, la rendre agitée, faire qu'elle s'énerve sur des choses, etc., histoire de consommer des calories bêtement prises. Donc non, évidemment, il s'agit d'augmenter l'activité, mais au sens de l'activité saine, l'activité physique, sportive, etc., ou intellectuelle, d'ailleurs, ça consomme aussi, mais pas justement des ruminations, ou des choses comme ça, ou de l'anxiété, ou de la contraction musculaire, de la tension, et des choses comme ça. Donc il y a des espèces de précautions à prendre là-dessus, pour que ça soit une consommation d'énergie saine, mais on peut agir sur différents paramètres. Après voilà, souvent il y a quand même pas de miracle, hein. C'est quand même un équilibre entre l'activité et l'alimentation, et même si les gens ne le reconnaissent pas, même si les gens ont l'impression que tout va bien au niveau de leur alimentation et que leur activité est correcte,
il faut être honnête, il y a une grande partie des humains qui ont un métabolisme tel qu'ils pourraient survivre dans des conditions vraiment où il y a très très peu d'alimentation assez longtemps. Donc ces personnes-là qui sont parfaitement adaptées pour des traversées du désert, quand elles se retrouvent dans un monde d'abondance où elles font 3 repas par jour, c'est déjà trop, même en les baissant, même en baissant les portions. C'est déjà beaucoup. Il faut se remettre en mouvement parce qu'on est fait pour bouger, on est fait pour consommer de l'énergie. Donc il faut se remettre en mouvement, il faut faire très attention à son alimentation et et faire très attention au sucre. Donc il y a des choses de base comme ça. Donc bon, il faut pas forcément non plus donner sur l'alimentation de faux espoirs aux gens. Avec l'hypnose, vous avez des personnes qui peuvent nourrir des espoirs. Vous avez des personnes avec l'hypnose qui peuvent avoir des attentes du genre, ça peut arriver, c'est très très rare, mais qui peuvent avoir des attentes du genre sortir de la séance et avoir déjà perdu du poids ou des choses comme ça. Donc vraiment non, c'est pas une baguette magique. Et s'il y a une application qui est vraiment vraiment pas évidente, je parlais une fois on m'a demandé quels étaient les cas difficiles, j'avais parlé de l'alcoolisme qui est un suivi difficile. Je dirais que la perte de poids c'est vraiment pas si évident que ça en a l'air non plus. On communique beaucoup dessus, donc on a l'impression que c'est un truc qu'on fait hyper facilement. C'est pas vrai, les hypnos n'ont pas des résultats durables si extraordinaires sur la perte de poids. Ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je parlais d'Erickson et de la thérapie brève. Ça me fait penser d'ailleurs que, pour contredire ce que je viens de dire, il y a des cas, il y a des articles qui sont des articles assez frappants où il raconte le cas de personnes à qui il a fait perdre vraiment énormément de poids, genre 60 kilos, en très peu de temps, à la suite d'une seule séance. Donc il y a bel et bien des leviers. Quand certains disent que l'approche ericksonienne est une approche lente et pas très efficace, là quand même, fait une séance à une personne, elle perd 60 kilos en quelques mois à la suite de la séance et de façon répétée. Il y a plusieurs cas qui décrits comme ça. C'est vraiment passionnant. Je mettrai la référence de ces articles d'ailleurs en description. Il me semble que celle dont tu parles, c'est celle qui dit ses 4 vérités dès qu'il la voit la première fois, me semble-t-il en plus. Donc on aura une image de Erickson qui peut aller taper très très fort là où ça fait mal, mais dans le bon sens le bon sens aussi. Oui, il était capable d'agir vraiment très très vite, sans perdre de temps. Justement, tu parlais des résultats en hypnose et qu'on communiquait beaucoup sur la perte de poids. La suite de la question, c'était justement en quoi consiste la technique de réduction virtuelle de l'estomac parfois proposée en hypnose, et est-ce que c'est une pratique sans risque quand on n'est pas du milieu médical? Alors, je crois qu'il est fait référence là sûrement à la technique qu'on appelle l'anneau gastrique virtuel. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu fleurir un peu ces dernières années. Et la technique de l'anneau gastrique virtuel, elle consiste globalement, en fait c'est une métaphore, c'est-à-dire que je pourrais très bien faire une séance à un moment donné à quelqu'un et puis lui dire au milieu de la séance, imaginez qu'on vous pose un anneau gastrique, vous savez cet anneau qui réduit l'estomac, etc. Donc bon, on en fait tout le temps des petites métaphores, des analogies comme ça dans les séances, et là il y a visiblement quelqu'un qui s'est dit, alors je connais plus l'histoire, j'ai pu regarder un peu les noms, quelqu'un qui s'est dit mais cette métaphore elle est formidable, je vais la prendre, je vais en faire des séminaires, je vais en faire une marque, et ça va devenir une technique à part entière. Oui, enfin c'est juste une métaphore, mais bon, on a fait une technique à part entière, et il y a même des gens qui organisent vraiment des simulations d'opérations, vraiment avec étape par étape, où vraiment il y a tout le décorum, c'est devenu très protocolarisé, histoire de justifier quand même de faire des séminaires là-dessus, et en réalité c'est juste une métaphore qui consiste à dire, voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à votre inconscient de réagir comme si, je vais demander à votre corps de réagir comme si vous portiez un anneau gastrique. C'est-à-dire un réducteur, un anneau qui réduit l'estomac et qui va du coup amener le seuil de satiété beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que je vais être rassasié, je vais me sentir rempli beaucoup beaucoup plus vite. Sur le coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'opposent farouchement à cette technique parce qu'elle semble assez, pas violente, mais il y a quelque chose qui est pas très bisounours là-dedans, quoi. Je veux dire, poser des anneaux gastriques, voilà. Mais en soi, je veux dire, pour s'y opposer, il faudrait vraiment avoir une évaluation. Si ça se trouve, ça marche bien, et voilà, quoi. Je veux dire, en soi, quel est le problème? Ça peut me poser un problème de bon goût, c'est-à-dire ça peut ne pas être à mon goût, ce genre de métaphore-là, mais s'il y a un danger, en ce cas-là, il faut qu'il soit identifié. Or, c'est vrai que j'ai souvent entendu dire que ça pouvait être dangereux, etc. J'ai jamais, à mon avis, c'est très largement surestimé. Je vois
pas en quoi ça pourrait être dangereux. Il s'agit vraiment d'une métaphore, il s'agit vraiment d'un effet de suggestion hypnotique. En plus, il s'agit pas de mettre la personne en anorexie, il s'agit qu'elle puisse s'alimenter, mais qu'elle ait un seuil de satiété qui arrive plus tôt. Le fait que ça soit virtuel, si ça peut le dispenser de le faire en réel. Enfin, je veux dire, on a des gens qui sont dans une grande détresse parfois et qui ont besoin d'une aide, et pourquoi pas d'un levier fort et qui fait forte impression. Ils en ont un peu ras-le-bol de tous les conseils un peu gentillés, mais qui n'arrivent rien à obtenir sur eux. Il faut se rendre compte qu'une personne qui souffre, par exemple, d'une boulimie qui l'amène à une grande obésité, c'est une personne qui souffre de quelque chose à l'intérieur qui est extrêmement puissant, une force qui la pousse à manger qui est extrêmement forte. Il faut pouvoir opposer à cette force des forces au moins aussi grandes. Donc si là, elle y trouve quelque chose qui lui fait forte impression, une métaphore qui lui parle et qui obtient des résultats, bravo, c'est formidable. Après, il y a un business derrière qui peut être questionné, et puis je pense qu'on peut obtenir le même résultat par d'autres leviers et d'autres métaphores. Il n'y a pas forcément besoin de passer par ça. Et puis, il faut quand même veiller à ce que cette métaphore soit accompagnée d'autres propositions, parce que ça va pas créer Là, pareil, on parlait de la différence entre thérapie ou... Là, justement, il n'y a pas de psychothérapie qui est faite. Donc, la personne va, en effet, s'alimenter moins bien, mais à cause d'un objet extérieur. Alors, en l'occurrence, intérieur, et en plus, doublement intérieur parce qu'il est imaginaire, mais à cause d'un truc. Donc, il y a un truc qui va l'aider. Donc, dans l'urgence, ça peut être pas mal, mais est-ce qu'on va la laisser toute sa vie avec ça ? Certaines personnes disent par exemple que ça pourrait créer des douleurs, etc. Mais je sais pas s'il y a de réels témoignages sur ce genre de dérives-là. Elles sont souvent hypothétiques, mais je sais pas s'il y a des gens qui ont réellement dit après on m'a fait cette pause de l'anneau gastrique et ensuite j'ai eu très mal. Peut-être, on peut toujours trouver des cas, mais bon, peut-être que ça peut être mal fait aussi. Hein. Ça peut être plus ou moins bien fait ou plus ou moins mal fait, quoi. Je vais peut-être projeter un petit peu. Du coup, je me suis posé la question de pourquoi ça pouvait être un peu controversé comme ça. Le premier truc qui me vient, c'est le retour vers une sorte d'interdiction, tu sais. C'est-à-dire que on n'a pas travaillé le problème en fond, donc ce qu'on disait au début. On me pose juste un truc qui fait office de je bouche un trou en fait pour pas que le problème puisse continuer de se présenter. Donc du coup pas travailler le problème, mais trouver une sorte de rustine, tu sais, qu'on met à la place, et donc du coup peut-être créer une frustration ou un mal-être derrière. C'est ce qui me vient. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est juste, c'est vrai qu'on ne travaille pas le problème au fond, mais justement, c'est souvent, les gens disent on fait pas de psychothérapie. Là, pour le coup, c'est un outil qui fait pas de psychothérapie. Donc très bien. Non, mais j'ai souvent dit ça. Moi, je suis pour le travail de fond, mais je suis pas non plus pour autant contre le travail de surface. Les deux peuvent avoir un intérêt, et souvent dans l'urgence, c'est bien aussi que la personne elle apprenne à réguler son appétit. D'autant que le fait que ça soit virtuel, c'est hyper intéressant quand même. C'est-à-dire que si on me met à moi un truc comme ça, et puis que je me rends compte que dans les jours d'après, je laisse mes assiettes aux trois quarts vides, vraiment je perds l'appétit, etc. D'abord, je serais réjoui, je serais vraiment content de ressentir que ça. Et puis quand on va me rappeler, ou quand je vais me rappeler à moi-même qu'en plus c'est moi qui ai fabriqué tout ça avec mon cerveau, qu'il n'y a rien d'extérieur qui a réellement été mis à l'intérieur de moi pour m'aider, aucune substance chimique, aucun outil, ça veut dire qu'en réalité c'est la plume de Dumbo l'éléphant qui lui permet de voler, et qui en réalité n'a aucun pouvoir. Si vous vous souvenez pas de ce récit, revoyez ce dessin animé, eh bien, bon, ok, c'est une plume un peu particulière, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que j'apprends une grande leçon sur moi-même. C'est qu'en fait, mon appétit, on m'a appris, on m'a fait de la pédagogie, on m'a appris par un moyen dérivé à le gérer, ce que je n'avais pas appris dans mon enfance. Donc il y avait peut-être un apprentissage manquant dans mon enfance, si c'est le cas, je veux dire. Donc quelque part, le voir comme quelque chose de superficiel et de pas profond, c'est une façon de... C'est aussi un angle qui est tout à fait contestable. On peut le voir aussi comme une manière indirecte de s'adresser à cette part qui, dans l'enfance, n'a pas appris à laisser... à écouter sa satiété et lui mettre au départ une béquille, bien sûr, mais une béquille, non pas une jambe de bois pour remplacer sa jambe, mais une béquille dont elle va se débarrasser petit à petit pour à nouveau marcher d'elle-même. Donc si c'est bien présenté, pourquoi pas? C'est-à-dire que je vois pas en soi un problème majeur, ça dépend comment c'est fait. Oui, c'est sûr, c'est fort, et c'est pas une métaphore très bisounours d'imaginer une métaphore chirurgicale, mais pourquoi pas? J'ai envie de dire, il faut parfois des images fortes. Donc moi je le fais pas personnellement, parce que j'ai d'autres outils, mais c'est pas idiot.
Surtout que ça vient, en fait, ce qui est intéressant avec cette métaphore, c'est qu'elle vient pas là pour couper l'appétit, elle vient là pour le réguler. Et en plus de ça, elle permet en plus, elle permet de respecter le fait que, après tout, la quantité des aliments compte vraiment énormément, et que la personne va pouvoir se faire plaisir, elle va pouvoir prendre des choses qu'elle aime, mais en petite quantité. Donc c'est quand même à mon avis moins pire que de la mettre en hypnose et de lui dire à partir de maintenant vous allez juste manger des concombres et des tomates. Ça c'est une suggestion directe qui est bien pire en fait, parce qu'il n'y a pas de pédagogie. La personne n'apprend pas à écouter ses propres sensations, sa propre satiété, elle n'a plus de liberté dans son alimentation. Voilà, il y a quelque chose. En plus, ce qui est intéressant avec l'idée que ça soit virtuel, c'est qu'on peut le conditionner de plein de façons. Par exemple, on peut permettre que la taille de cet anneau change en fonction de l'effort produit dans la journée, ou de l'effort envisagé dans la journée à venir, ou en fonction du plat qui est en face, s'il est vraiment pas bon, il se réduit beaucoup pour qu'on puisse juste en prendre un tout petit peu, et si finalement c'est un truc assez sain bon pour la santé et très peu calorique, et ben à ce moment-là il s'élargit. On peut imaginer aussi qu'il se dissolve, que ça soit un anneau qui se dissout dans le temps et qui petit à petit laisse place à une gestion de la satiété qui soit naturelle. En gros, j'avais donné à un moment donné, je sais plus à propos de quoi, à propos du sommeil probablement, une approche qui consistait à dire vous allez bien dormir parce que je vous le demande, de façon artificielle et non pas parce que vous allez mieux. Mais de plus en plus, vous dormirez toujours aussi bien, mais de plus en plus parce que vraiment vous aurez résolu votre problème. Et bien là, c'est de la même façon, pourquoi pas poser au départ un artifice, ce que je disais, vraiment la béquille, mais qui va devenir ensuite, qui va laisser la personne à nouveau rééduquer sa jambe et marcher à nouveau. Eh bien, on met un artifice qui peut ensuite être envisagé avec une transition vers un travail qui va être plus profond et plus harmonieux. Pourquoi pas? Si l'un et l'autre vont ensemble, ça peut être intéressant. Parce que sinon, c'est très décourageant pour les gens de se rendre compte que ils continuent de bouffer, même si on fait un travail. Souvent, ils ont fait des tas de choses. Vraiment, quand on dit qu'il y a un problème de volonté, je trouve que c'est insultant pour ces personnes qui souvent font preuve d'une énorme volonté et souvent d'ailleurs des psychothérapies, ils en ont souvent fait, ils ont remué des trucs de l'enfance, etc. Mais il se trouve que là, il y a quand même un mécanisme de l'alimentation qui n'est pas opérationnel. Et moi, il m'arrive souvent de pratiquer avec des leviers idéomoteurs, j'ai déjà pas beaucoup parlé auparavant, il m'arrive souvent de pratiquer, par exemple, une mise à niveau de l'appétit. Faire en sorte que l'appétit se mette au même niveau que le besoin en alimentation de la personne. Voire que l'appétit se règle au-dessous des besoins d'alimentation de la personne. Pour permettre une prise de poids, il faut que l'appétit soit... il faut qu'il y ait moins d'appétit que de besoin. Et donc, en faisant ça, je fais pas mieux d'un point de vue éthique que quelqu'un qui pose un anneau gastrique. C'est la même chose, c'est la régulation du seuil de satiété. Baisser le seuil de satiété, que la personne puisse être rassasiée plus rapidement. Ce qui est un des apprentissages qui est intéressant de faire... très intéressant de faire quand on travaille avec l'hypnose chez quelqu'un, de lui permettre d'être plus sensible, d'avoir un seuil de satiété plus rapide. Donc bon, pourquoi pas. À mon avis, ne faire que ça pourrait être largement insuffisant, mais en soi, même si c'est pas forcément mon genre et un outil que moi-même je mobiliserais, pour pouvoir le critiquer, il faudrait vraiment quand même que j'ai pas juste un vague sentiment que c'est pas éthique. Il faudrait vraiment que j'ai des éléments concrets et une étude. Ça me semble tout à fait raisonnable comme méthode en fait. Bizarrement. J'aurais pas dit ça il y a quelques années, bizarrement. Je pense que j'aurais été beaucoup moins tolérant. Mais aujourd'hui, je me dis... beaucoup de critiques que je vois en fait m'incitent à défendre. Quand je vois des critiques, quand je vois que tout le monde critique quelque chose, j'ai plutôt tendance à le défendre. Ou à me dire, en fait, ces critiques, est-ce qu'elles sont basées sur une observation? Est-ce qu'on a vraiment des chiffres? Est-ce que on dit oui, mais il n'y a pas un risque de ceci ou un risque de cela? Je sais pas, est-ce que c'est basé vraiment sur des observations d'une dérive comme ça? Est-ce qu'en ce cas-là, est-ce que toutes les métaphores d'hypnose sont risquées? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, imaginer une corde entre deux personnes et couper cette corde pour couper un lien symbolique, du coup, on pourrait dire que c'est hyper dangereux et que si on n'est pas médecin, on peut pas le faire. À un moment donné, où est la limite? La limite, elle est quand même si ça pose un problème, est-ce qu'on l'a observé? Alors là, je parle peut-être qu'il y a eu des dérives d'observer et que je les connais pas. Donc n'hésitez pas à me les pointer, ça m'intéresse. Non, mais je pense que tu vas réconcilier du monde avec cette idée-là, et c'est vrai que tu apportes un point de vue qui est intéressant. C'est si on fait que ça peut être limitant, mais derrière, c'est vrai que ça peut apporter aussi une solution
une ouverture de dire bon, c'est virtuel et pourtant en fait ça fonctionne. Donc en fait c'est dans la tête. Et donc votre tête est formidable. Voilà, vous voyez, votre tête peut contrôler votre ventre. En gros, c'est ce qu'on dit. Votre tête peut contrôler votre ventre. C'est formidable. Non, c'est vachement bien. Mais d'une manière générale, mollo sur la critique des méthodes des autres, parce qu'il n'y a pas que. Enfin, bon, je le fais aussi, cela dit, mais il n'y a pas que la façon dont on travaille qui est bonne, et il n'y a pas que ce qui nous semble de bon goût qui est bon aussi. Il y a plein de façons de faire, il y a plein de choses qui se font, et si on veut dire que quelque chose est mauvais ou dangereux, il faut amener des éléments concrets, il faut être rationnel, c'est pas juste un vague sentiment, quoi. Ok. Je vais passer à la question suivante. Une petite question entre deux là, qu'on a eu des sujets bien lourds. C'est quoi tes conseils, toi, pour accompagner, tu parlais d'émotions en hypnose la dernière fois, une personne qui pleure sous hypnose? T'as des petits conseils là justement pour ça? Oui, alors c'est une demande qu'on a régulièrement en formation parce que les gens sont souvent déroutés de voir que les personnes pleurent sous hypnose. Mais enfin, c'est un peu le but souvent. Je veux dire, enfin pas le but non plus. J'avais déjà pas beaucoup parlé des émotions dans un autre podcast, donc je mettrai le lien en référence. Mais comme ça, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit. Mais c'est pas forcément le but. Moi, je le vois pas forcément comme le but, mais ça arrive souvent. C'est quand même un des effets. Alors. On ne sait pas si, je l'avais déjà dit, mais on ne sait pas si des larmes sont de la tristesse ou de la joie ou juste un effet physiologique lié à la détente ou quoi que ce soit. On ne sait pas. Donc il faut surtout pas projeter. Donc ma réponse, elle va être très simple et très courte à mon avis. Si vous voyez quelqu'un qui pleure ou qui a une crise de larmes ou qui a une crise de quoi que ce soit ou qui a l'air pas bien, vous ne dites rien et vous n'essayez surtout pas vous ne lui affirmez rien, vous ne lui conseillez rien, vous n'essayez surtout pas de l'apaiser ou de la sortir de cette émotion parce que vous ne la connaissez pas, cette émotion. Vous lui demandez comment ça va, avec un grand sourire, comment vous vous sentez là maintenant. Vous lui demandez, parce que parfois vous pouvez avoir une personne qui fond en larmes et qui vous dit c'est le plus beau jour de ma vie. Donc c'est vraiment, c'est merveilleux. J'ai revu des choses, ça me fait pleurer de joie, etc. Donc vous ne savez pas, vous n'essayez surtout pas de la sortir de ça. Et si vous avez une personne qui vous dit qu'elle vit quelque chose de dur, que c'est dur ou que c'est triste, etc. Là encore, n'essayez pas de la sortir. Vous lui demandez qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vous voulez en sortir ou est-ce que, à votre avis, c'est quelque chose d'intéressant à vivre et il faut continuer à aller jusqu'au bout? Parce que bien souvent, en réalité, si la personne a là une émotion forte au milieu de l'hypnose, c'est pas, comme on l'entend souvent, une abréaction, qui est un mauvais emploi, ni une décompensation. C'est, à mon avis, largement surestimé, ça aussi. Ça peut arriver, mais je pense que c'est pas dès qu'une personne a une émotion forte, c'est pas une décompensation, c'est pas ça. Au contraire, c'est qu'elle se sent en confiance avec vous, qu'elle a pu aller dans une zone un peu particulière de son inconscient et qu'elle veut le traverser. Donc si à chaque fois que l'avion traverse un nuage, il retourne à l'aéroport de départ, on va jamais y arriver. Il faut à un moment donné pouvoir aller jusqu'au beau ciel bleu là-haut, faire tout le voyage et puis arriver jusqu'à destination. Donc il faut le traverser, cet orage, à un moment donné. Donc je vais pas forcément la forcer, la personne. Mais si je lui propose, très souvent, elle va me dire non, on y va. On continue. Et si elle me dit ça, je peux la rassurer en lui disant ok, on continue. Je vous laisse avec cette émotion, on va aller jusqu'au bout de la chose. Par contre, si à n'importe quel moment vous changez d'avis et que vous souhaitez qu'on en sorte, vous me le dites et on en sort. Après, si la personne, elle vous dit c'est très désagréable et en plus je veux sortir de ça, eh bien très simplement, vous pouvez par exemple lui demander comment, à quoi vous pourriez penser qui vous rassure et qui vous réconforte. Donc vous continuez en mode questionnement, ou alors vous prenez les rênes et puis vous passez en mode direct, très bien, alors écoutez bien ma voix, je vais compter de 1 jusqu'à 3, à 3 vous pouvez aller prendre une grande inspiration, vous ouvrirez les yeux, vous vous réveillerez complètement, on va faire une pause, on va aller prendre l'air et puis on retournera dans l'hypnose après. Quand on retournera dans l'hypnose, vous y retournerez mais dans quelque chose de très agréable et très apaisant. Ça peut être une suggestion comme ça, vraiment, c'est carré, c'est cadré, je vais vous sortir de là, on va faire une pause, on va prendre l'air, on va boire un verre d'eau, ensuite on va retourner dans l'hypnose, mais ça sera bien. L'idée, à mon avis, c'est de pas forcément finir sur du négatif quand même, de finir sur quelque chose de positif, que ça soit des larmes positives ou que ça soit pas des larmes, mais en tout cas de finir sur des positifs. Et en tout cas, les émotions, si vous avez peur d'avoir des gens qui ont des grandes montées d'émotions, faudra pas faire de l'hypnose, parce que c'est vraiment quand même un outil qui est très fort pour ça. Donc questionnement. Donc les questions, c'est vraiment c'est comment, et non pas oh là là, c'est comment, mais vraiment très bien. Comment vous vous sentez là maintenant? À la limite, présupposer que c'est positif. Au pire, vaut mieux être contredit dans ce sens-là. Donc, comment vous vous sentez là maintenant? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous souhaitez arrêter ou continuer? Et à partir de là, vous vous adaptez.
Donc après, s'il y avait si la personne qui a posé cette question pensait à quelque chose de bien plus spécifique et particulier, n'hésitez pas à reposer la question plus en détail et j'y répondrai, je ferai un complément de réponse. Non, mais j'aime bien ton approche de bon, je veux sortir, de d'abord lui donner la possibilité de le faire elle-même, parce que c'est aussi un apprentissage au final. Exactement. Et après, si bon bah vraiment elle te dit je sais pas, il faut sortir, bon bah là tu l'accompagnes, mais c'est intéressant de d'abord le proposer, je trouve. Je rajoutais un truc là auquel je pense. Ouais. Si on a en effet une émotion qui était, ça peut arriver qu'il y ait des émotions qui étaient contenues, on va dire mises refoulé dans un réservoir à l'intérieur de la personne et qu'on a ouvert ce réservoir. L'hypnose fait ça parfois. En ce cas-là, ce qu'on peut proposer, c'est que cette émotion, c'est qu'il y a un robinet en quelque sorte qui soit mis et non pas que des valves soient ouvertes en grand, mais que cette émotion puisse ressortir par des doses acceptables. Par exemple, que la personne puisse avoir un peu de cette émotion tous les soirs pendant 20 minutes, pendant un quart d'heure, jusqu'à ce que ça soit complètement vidé, quoi. Voilà, proposer qu'il y ait un rythme, que ça soit pas grand ouvert comme ça, quelque chose qui la submerge, pas non plus quelque chose qu'on va refermer. C'est pour ça que je vous dis surtout n'ayez pas peur de cette émotion, n'essayez pas forcément de la refermer ou d'emmener la personne ailleurs, parce que elle repart avec son problème. Donc ne refermez pas non plus ce placard que vous avez ouvert, cette valve que vous avez ouverte, mais simplement mettez juste, voilà, ouvrez le robinet au bon niveau pour que ça déborde pas non plus. Ok. Est-ce que tu es prêt à passer à la dernière question ? Oui, avec plaisir. Bien. Alors là, on va parler d'hypnose et de médias. Donc, je te lis la question en entier, je te la reformulerai s'il y a besoin. C'est une question, donc, du coup, sur la communication des hypnotiseurs. Sur YouTube, il n'y a aucun filtre, tu sais, on trouve de tout, on trouve le meilleur comme le pire, dit la personne. En revanche, dans les interviews, généralement, on pourrait se dire que ça devrait être mieux au niveau des presses, des plateaux TV, et à son sens, c'est pas vraiment le cas. Les médecins, psychologues, psychiatres, infirmiers sont pas épargnés et pourtant ils devraient être au-dessus. Est-ce que toi, la situation te convient par rapport à ce qui est communiqué là, donc du coup sur ces différents réseaux, et quelles attentes t'aurais toi pour le futur vis-à-vis de tout ça ? C'est une bonne question. Alors bon, je regarde pas la télé, donc je sais pas du tout ce qui passe à la télé. Je crois que globalement, il y a deux choses qui sont très représentées dans les médias en hypnose. C'est l'hypnose de spectacle d'un côté et l'hypnose médicale, mais vraiment genre en bloc opératoire de l'autre, et beaucoup moins. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Et beaucoup moins finalement ce qui constitue 90% de l'exercice de l'hypnose en réalité en France. C'est-à-dire que l'hypnose thérapeutique, qu'elle soit dans un cadre médical ou non médical, ça l'est un peu sur les addictions, sur la perte de poids un peu. Enfin, c'est toujours les mêmes thèmes qui reviennent, mais moins quand même. Cela dit, ce qui est dit, souvent, moi, quand j'entends des gens s'exprimer sur l'hypnose, je suis pas d'accord avec tout. Il y a forcément des détails, des choses sur lesquelles, j'aurais pas dit les choses pareilles, etc. Mais je trouve pas ça complètement délirant. J'écoute beaucoup la radio, mais j'entends beaucoup moins parler d'hypnose qu'il y a 5-6 ans, dans les journaux aussi. Alors, à la télé, c'est possible que ça soit encore très à la mode, ça, j'en sais rien. Mais je sais qu'à une époque, c'était toujours un peu les mêmes médecins qu'on appelait. Les journalistes avaient dans leur carnet d'adresses, hypnose, docteur Benayem, ou etc. Et puis c'était un peu toujours les mêmes qu'on voyait, donc c'était des gens très intéressants, mais bon, au bout d'un moment, on avait l'impression d'avoir vu 400 fois le même reportage. Bon, il faut dire que ça s'adresse à un grand public qui n'est pas instruit de l'hypnose particulièrement, donc il en réentend des choses qui, évidemment, si on est un peu passionné ou si on est professionnel, nous semble rébarbatif, mais ça s'adresse pas à nous, donc c'est de la vulgarisation, donc c'est pas forcément à notre niveau. Donc si moi j'allais dire, ce reportage, je le trouve nul, il est pas précis, etc., en réalité, je lui ferai un mauvais jugement, parce que peut-être qu'il a quand même déjà déblayé un peu le terrain sur certains thèmes. Je sais pas si c'est si mauvais que ça, ce qu'on dit. Moi, je sais que quand j'ai commencé l'hypnose il y a 15 ans, franchement, c'était les gens qui savaient ce que c'était en avaient vraiment pas toujours une bonne image. Aujourd'hui, grâce à la médiatisation, les gens ont souvent une image beaucoup plus positive de l'hypnose. Donc je sais pas si elle est si mauvaise que ça. Aujourd'hui, dans les magazines féminins, des choses comme ça, il y a quand même souvent des articles sur l'hypnose, mais comment elle peut vous aider pour ceci, comment elle peut vous aider pour cela. Donc c'est quand même, ça la présente comme une perspective d'aide sur plein d'applications. Sur internet, il y a
Ouais, il y a peut-être des mauvaises choses, mais enfin, je vois quand même surtout des gens qui font d'efforts pour essayer d'expliquer, des praticiens qui essaient de communiquer sur leur discipline. Là encore, il y a une dizaine d'années, par exemple, la plupart des vidéos qu'on trouvait, c'était des gens qui faisaient de l'hypnose dans leur lycée, des lycéens ou des jeunes qui faisaient de l'hypnose dans la rue de façon assez sauvage, avec des gens qui étaient parfois un peu tordus. Aujourd'hui, si on tape hypnose sur YouTube, on tombe quand même pas mal sur des trucs de vulgarisation, de pédagogie et de choses comme ça aussi. Des spectacles aussi, hein, mais bon, voilà, ça me semble plutôt bon enfant, ou voire pas inintéressant. Évidemment qu'il y a des erreurs, évidemment qu'il y a des approximations historiques, à plein de niveaux, ou qu'il va y avoir des conseils du genre, il faut absolument aller voir un médecin, et surtout pas quelqu'un d'autre. Donc forcément, quand j'entends ça, je serais pas forcément d'accord, mais si je me mets à la place de quelqu'un qui entend parler d'hypnose pour la première fois et qui entend ça, je me dis, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas si mal d'entendre ça comme ça. En tout cas, il n'y a pas une multiplication de sujets qui disent que l'hypnose, il faut la fuir, que c'est une dérive sectaire, que c'est un outil dangereux. Par chance, on présente plutôt les utilisations, les perspectives de l'hypnose, et même souvent en lien avec des recherches en neurosciences, des choses comme ça. Alors parce que ça, les journalistes adorent, notamment dans la presse écrite, mettre des images d'IRM à côté d'un article qui a rien à voir. Souvent, ça fait waouh, c'est scientifique. Dès qu'on fait un lien avec les neurosciences, ça fait tout de suite très 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 sérieux. Faut dire que c'est intéressant. C'est vrai que c'est le côté geek du spectateur qui est titillé. Ah ouais, mais l'hypnose, l'hypnose intéresse les sciences, et ça. Bah oui, c'est très scientifique. Et puis il y a beaucoup de recherches, énormément de recherches scientifiques validées qui sont faites par des vrais organismes de recherche, hein, pas des centres d'études au sein des écoles, mais vraiment des vrais organismes de recherche dans le monde. Beaucoup de choses qui sont faites sur l'hypnose, mais c'est imbitable. Je veux dire, c'est vraiment si vous allez sur PubMed et que vous regardez les dernières études sur l'hypnose, c'est difficile à lire, c'est en anglais, c'est complexe, c'est long, donc heureusement qu'il y a aussi des vulgarisateurs qui tiennent un discours qui est parfois moins précis, c'est sûr, ou moins à jour, mais qui est quand même pas mal. Donc je sais pas si je serais aussi négatif, je sais pas s'il est fait allusion à quoi que ce soit en particulier. Je sais que j'aurais peut-être dit ça quand même quand j'ai débuté, parce que j'avais plein d'idées, et on m'avait appris à avoir raison, on m'avait appris que nous, qui pensions comme ci et comme ça, et qui étions formés à ci et à ça, on avait raison, et que les autres étaient tous des cons. Donc forcément, dès que j'entendais quelqu'un parler d'hypnose, c'était qu'un con, voilà, et qui disait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, j'ai quand même peut-être le melon un peu dégonflé, j'en sais rien, mais j'ai pas l'impression que les discours des autres, même si c'est pas le mien, le discours de l'autre c'est pas forcément le mien, la pratique de l'autre c'est pas forcément la mienne. Donc quand on interroge quelqu'un qui fait sur sa pratique, ce qu'il va décrire c'est pas forcément ce que moi j'aurais fait, mais c'est peut-être pas mal non plus, et c'est peut-être même mieux que ce que j'aurais fait. Donc après tout, si moi j'ai un point de vue différent et que je suis désolé qu'il soit pas plus représenté, à moi de le représenter, à moi de m'exprimer. Alors c'est ce qu'on peut faire justement, c'est pour ça que je fais ce genre de rendez-vous là, mais c'est ce qu'on peut faire aussi en contactant des journalistes, hein. Après tout, si on trouve que ce qui est dit de l'hypnose n'est pas bon, rien n'empêche de s'exprimer, hein. De publier des livres, etc. Je pense qu'on va pouvoir terminer là-dessus, n'est-ce pas ? Oui, c'est ce que j'allais te proposer, mais puisque c'est toi qui le dis, disons que c'est la fin. Ouais, ok, c'est la fin, jusqu'à la prochaine. On avait encore des questions de toute façon en stock, hein, je crois. Oh, il y a beaucoup de questions. Bon, super. Mais continuez d'en poser quand même, hein, on va faire en sorte d'essayer d'y répondre dans un délai acceptable. Voilà. Et donc, moi, j'essaie de les regrouper de toute façon, donc... Oui, quand elles sont sur le même thème. Ouais, j'essaie de faire un petit mix, histoire que tu puisses répondre à plusieurs questions d'un coup. Très bien, écoute, merci Nico. Et merci à toi. Et merci à tous, merci d'avoir écouté encore ce rendez-vous de questions-réponses sur l'hypnose. Donc vous retrouverez évidemment toutes les informations dans la description, vraiment les liens, le menu avec les liens vers les différents chapitres, les différents liens vers les autres podcasts ou vers des liens externes évoqués. Voilà, je vous invite à partager, à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être tenu au courant et recevoir les notifications. Et partager, vraiment c'est ça qui fait vivre le podcast. Et également vos commentaires aussi, ça c'est très important pour le référencement sur YouTube, et puis c'est très important parce que c'est hyper intéressant, vos avis, vos commentaires, vos questions, donc je les attends avec impatience. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, de la santé, du bonheur et puis tout le reste. À bientôt, ciao.